Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On revient pour la dernière émission de la saison 2025. Rassurez-vous, il y en aura pendant toute l'intersaison. On va pouvoir faire le débriefing complet de ce Super Bowl 60 qui a vu la victoire des Seattle Seahawks. On va spoiler personne, hein. Je pense que tout le monde a le résultat depuis le temps. Victoire des Seahawks donc sur les Patriots 29-13. On va parler de tout, de l'aspect tactique, des quarterbacks, des défenses, des équipes spéciales. Bref, on va essayer d'être le plus complet possible pendant toute cette heure de débriefing avec moi, toute mon équipe m'a accompagné toute la saison avec brio, enfin plus ou moins de brio selon les personnes, mais généralement plutôt du brio. On va commencer par le plus brillant d'entre tous, mon Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Et bonsoir à tous. Et le Super Bowl est fini. C'est la gueule de la victoire pour certains, la gueule de bois de la déprime pour d'autres. On est quand même un kicker ou un punter élu MVP. J'aurais bien fait rigoler. Ce ne fut pas le cas. On va parler un petit peu plus sérieusement de tous les aspects de ce match qui a été, sur certains points, assez surprenant quand même. Mon Yaya est avec nous. Comment ça va, mon Yaya? Bah écoute, pleine forme. On va en reparler, mais passer un très bon moment en compagnie de beaucoup de monde. On a vu beaucoup de monde puisque moi j'ai fait le déplacement au Sullivan où on a vu les Paris Musketeers et bien d'autres, mais on va en parler très vite. Et mon Vince est là aussi. Salut mon Vince, comment ça va les intersections? Salut à tous, salut Priorité à droite. toutes, ça va très très bien. Les conditions climatiques sont bonnes? Je vous garantis qu'en tout cas, je n'ouvrirai pas ma boîte à orthophonie ou quoi que ce soit pendant l'intersection, l'intersaison ou l'interception, je n'en sais plus. Je reste comme je suis, venez comme vous êtes, comme dirait l'autre. On continue toujours sur les mêmes bases, bien sûr. Tout à fait, comme dirait le monsieur avec un grand M et des grandes chaussures, c'est ça? Venez C'est ça. comme vous êtes. Tout à fait. Grand blond avec la chaussure. Alors moi, je dirais presque que c'est comme un Melbet, toujours le point levé. Voilà. Il y a d'autres références ou on peut y aller? On peut y aller. Alors, juste un petit mot avant de commencer cette émission, évidemment, comme l'a dit Yaya, pour remercier déjà tous ceux qui étaient avec nous au Sullivan Bastille avec les Paris Musketeers. Alors, on a Marie, on a Ben qui sont restés avec nous toute la soirée, mais aussi plein d'autres qui sont venus nous voir pendant les pauses, pendant tous les moments, même avant le match, pour nous remercier des podcasts. On l'a dit, on l'a redit, c'est déjà vous qu'il faut remercier de nous écouter, de nous suivre tout le temps. Nous, on fait ça pour le plaisir et si ça vous fait plaisir en plus, c'est encore mieux. Donc, on a vraiment eu beaucoup de messages d'affection et ça nous a fait vraiment très plaisir. On a transmis à Seb et Vince tous vos messages, bien évidemment. Bon, Yaya, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était un réel plaisir de voir tous ces auditeurs, vous voir tous. C'est toujours agréable. On fait pas ça que pour ça, mais c'est toujours agréable d'avoir vos retours, de vous venir rigoler avec nous. Et même si on ne se connaissait pas, on a un petit peu l'impression d'être un peu vos potes. Donc voilà. Et c'est toujours un réel plaisir de passer un moment avec vous et voilà. Je vais donner la parole à mes deux congénères aussi, mais juste remercier également tous ceux qui étaient sur le Discord, qui n'ont pas pu être au Sullivan et qui ont animé le Discord. Il y avait Seb et Vince qui étaient pas mal présents, mais il y avait aussi beaucoup de followers qui venaient sur Discord pour discuter un petit peu de ce Super Bowl 60. Et je pense que vous avez, vous aussi, passé une plutôt bonne soirée avec nos followers sur Discord. Vince, tu voulais dire un petit mot aussi? Non, mais je voulais moi, alors, même s'il y a encore ce podcast qui fait encore partie de la saison actuelle, et puis on aura les débriefs de chaque des divisions aussi, mais je voulais remercier aussi tous les gens qui nous ont suivis, tous les petits mots que tu m'as transmis, qui font très chaud au cœur, qui sont très chaleureux et qui nous encouragent aussi à continuer. Comme l'a dit Yaya, et je vous l'ai dit aussi en off tout à l'heure, mais on fait ça par passion, par envie, par plaisir, et parce que partager ça à plusieurs, c'est forcément plus intéressant que le partager tout seul dans sa chambre. Mais pour autant, ça fait quand même très très chaud au cœur et ça fait énormément plaisir de voir que vous nous suivez, que vous attendez aussi ce podcast, et donc voilà, comme un grand plaisir à partager tous ensemble, et pourvu que ça dure. Plein d'idées à venir pour l'année prochaine, d'ailleurs. Mon Seb.
Alors, une chose qui ne change pas, ce sera l'humour lamentable de Yaya dans notre chat interne pendant ces podcasts, mais je vais épargner à nos auditeurs le détail de ces remarques parce qu'on va se faire ban de toutes les plateformes. Sinon, plus sérieusement, bien sûr, un énorme merci à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs et à toute notre communauté sur Discord. Je vais pas le cacher, les gars, sur Discord, dimanche dernier, c'est vous qui m'avez aidé à tenir, hein, parce que moi, personnellement, à la mi-temps, j'en avais un peu ras la casquette de ce match où il se passait pas grand-chose. Heureusement que vous étiez là, parce qu'on a bien quand même dans l'ensemble. Et là, je dois le dire, moi, c'est grâce à vous que j'ai passé un excellent Super Bowl. Donc, encore merci. Et de notre côté, de mon côté, mais je ne doute pas que ce soit le cas de mes collègues également, on va continuer à vous donner le meilleur de nous-mêmes pour vous apporter notre éclairage, notre avis, notre opinion qui vaut ce qu'elle vaut, celle de 4 types qui ont un micro, hein, en fait, rien de plus. C'est ça. On n'est pas rien de plus que ça. On est tellement peu de choses au final. On est tellement peu de choses, mais on est très très heureux de vous apporter ça. Et en plus, vous nous le rendez bien, vraiment par vos messages, par vos remarques, par vos retours toujours constructifs et dont on tient compte. Donc, merci énormément à vous toutes, à vous tous et à vous tous. Après, on est des professionnels parce qu'on a des micros. Donc, moi, je voulais juste dire qu'on est peut-être 4 garçons, mais nos avis sont souvent contre le vent. C'est vrai. Alors, Vince, juste une correction, les professionnels, eux, ils sont payés. Moi, je dis ça. Ah oui, c'est vrai. Hein, Oui, mais oui. Ah, oui. Je dis rien, mais il y en a qui sont payés ici. Hein. Enfin bon, il y en a, en effet. Il y en a. Ouais. Et c'est quoi, cette année, j'ai même pas eu droit à une bière du boss. Alors bon. Non, quoi mais scandale, non, mais scandale. Je tiens une correction. Après, on va commencer le débriefing du Super Bowl, mais t'as pas eu droit à une bière du boss. Pourquoi, Yaya? Parce que je suis arrivé le dernier. Non, pas du tout. Parce que le boss t'a déjà fait un pass VIP où t'avais 2 boissons offertes. Oh là là. Donc en fait, il te l'a fait. Et il se plaint. Ah oui, d'accord. Il est horrible. Est-ce que t'as payé ta bouffe? Il ose se plaindre. Non, parce que le boss s'est arrangé pour que tu aies un accès. Alors, j'ai une question pour les 2 zigotos là. Vous faites que du podcast NFL. Moi, je fais aussi de la NBA. Donc, c'est pour ça que tu avais 2 boissons. Voilà. Un pour la NFL, un pour la NBA. Voilà, hop, c'est réglé. Ouais, et c'est bien. Et en faire des cadeaux avec les cadeaux qu'on t'offre. Ah ben, j'aurais dû faire pareil. Mais quelle honte. Le type, c'est parti des privilégiés et ça se plaint, quoi. Oh là là. C'était je suis choqué et déçu. Une personne. Non, mais on va vous raconter tous les trucs. Parce qu'en plus, Nabil Marzougui, que je salue, des Mousquetaires, écoute le podcast. Donc en plus, on va pouvoir... oui, et c'est un fan des Pats. C'est un fan des Pats en plus. Nabil, donc, avait prévu une invitation plus une personne. Et quand on lui a demandé pour TPO, il a dit, vous embêtez pas, mettez juste TPO et puis vous aurez le nombre de personnes qui viennent membres du podcast. Donc, tu vois, on avait un accès privilégié parmi les privilégiés. Tu vois. Et il se plaint encore alors qu'il a eu de la nourriture et de la boisson gratuite. Alors, prochaine fois, Nabil, tu le mets sur liste rouge. Tu le laisses à la porte et il reste avec Kevin Mamba pendant toute l'émission, pendant tout le Super Bowl, à la porte. Voilà. Alors, tu sais quoi, Flamme ? C'est dégueulasse de faire ça parce que tu sais quoi ? Tu n'auras même pas d'augmentation en plus. Tu défends le boss alors que tu n'auras pas d'augmentation. Je défends le boss, évidemment. Je défends le boss. On est toujours d'accord avec il défend le boss. Toi, t'es un suppôt du capital. Là, t'es un privilégié et tu te plains. Non, mais dis donc, t'as pas. mais t'as pas ma chance de faire ça. Bon, on commence ce débriefing. C'est quoi ? Je vais prendre ma carte à la CFDT. Voilà, c'est ça. Fais donc ça. On commence le débriefing du Super Bowl parce que ça fait 10 minutes que l'émission a commencé. On n'a toujours pas parlé du Super Bowl, hein, je veux pas dire. Enfin, bon. Oui, on a remercié les auditeurs. Oui. Mais attends, Mais quelle indignité. Voilà, quelle indignité, tout à fait. Et puis moi, j'aimerais bien parler de Rachid Shahid un petit peu. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je voulais le signaler. Gloire au 22. Moi, je vais appeler cette émission Gloire au 22. Juste avant de commencer, non pas, là on va vraiment parler du Super Bowl, mais un avis global sur ce Super Bowl 60, parce que, comme tu l'as dit, Seb, à la mi-temps, on se disait c'est peut-être pas forcément le plus beau Super Bowl de l'histoire. Hein, ça nous rappelait des vieux relents de Patriots-Rams il y a quelques années. Et là, après, ça s'est un peu décanté en deuxième période. Alors, mon Seb, un Super Bowl plaisant ou un Super Bowl décevant, tu le classes où, ce Super Bowl 60 ?
En termes de spectacle, je dirais décevant. On a quand même le vainqueur Seattle qui marque 12 points en 3 quarts-temps. L'essentiel des points, ça vient vraiment en fin de match, voire carrément dans le garbage time pour New England. New England qui, dans ce même intervalle de 3 quarts-temps, marque traitement 0 points. Il y a eu 15 punts au total, 7 pour Seattle, 8 pour New England. Quand je disais que le punter de Seattle aurait pu être MVP, je plaisante parce qu'il a été très très bon en plus. Il a vraiment été crucial et décisif. on va en parler, ouais. Les punters sont des êtres humains eux aussi, mais je reviendrai un petit là-dessus un petit peu plus tard. Pas ce qu'il y a de plus sexy. On a eu une attaque étouffée du côté de New England, une qui était un peu trop emprunté du côté de Seattle, et tout ça, ça donnait pas un mix très spectaculaire. Alors après, attention, je dis pas qu'on n'a pas un beau vainqueur, je ne dis pas que Seattle n'a pas mérité sa victoire, c'est absolument pas mon propos. La question c'était, est-ce que c'était un match plaisant ? Non, c'était pas un match plaisant. Ouais. Mais beaucoup de punts qui ont donné l'occasion donc de voir à l'œuvre Rashid Shaheed, et ça c'est toujours un bonheur, rien que pour ça c'était un excellent Super Bowl. Oui, mon Yaya, toi, décevant ou plaisant? Décevant. Il va nous faire une réponse de Normand, lui. Il va nous Non, faire non, je trouve que le terme est un peu fort. C'était un. Je trouve que Seattle a montré beaucoup plus de choses, a éteint le match, mais n'a pas réussi à concrétiser. Donc non, moi je trouve que c'était c'est pas la meilleure pub pour le football, mais ça restait c'est bottom sur l'histoire du Super Bowl, mais c'était pas non plus la cata. C'était mieux que quand Eli Manning gagnait, mais c'était pas fou non plus. Non. Mais arrête. D'ailleurs, Eli Manning que Vince a vu sur le terrain alors qu'il n'était pas là. Oui, tout à fait. Mais il était présent avec les MVP avec les autres MVP du Super Bowl. Ouais, quand tu as fait la remarque Vince sur le Discord, moi je me suis vraiment dit, j'ai manqué un truc. Ça va être on l'aurait pas loupé. J'ai servi un verre là. Et il était là. J'ai vu Peyton, mais j'avais vu Peyton, mais j'avais pas il était là juste avant Peyton. Hein. Oui, parce qu'en fait ils ont honoré tous les MVP des Super Bowl. Juste avant Peyton, il est rentré sur le terrain. Oui, il y avait Eli. Hein. D'accord. Tu l'as vécu comment toi, mon Vince ? Décevant ou passionnant ce Super Bowl ? Alors décevant, j'aime pas le mot, un peu comme Yaya. C'était un match très défensif. Quand on aime la défense, je pense qu'on a dû se régaler. Après, ça manquait de gros jeux pour être effectivement une belle vitrine. Mais ça, s'il n'y avait pas eu Christian Gonzalez, on aurait déjà eu un gros jeu de Rashid Shaheed. Et surtout, les trois premiers cartons ont été assez, très défensifs et très stérile, dirons-nous. Par contre, on a eu un petit peu plus de feu sur le quatrième, limite malheureusement trop tard en France pour bien en profiter, mais bon, oui, assez décevant dans la moyenne des Super Bowls. Maintenant, faut pas oublier, moi je relativise beaucoup le Super Bowl parce que c'est un match vraiment particulier avec des pauses différentes, plus longues, une pression exceptionnelle sur les joueurs, des stades qui ne ressemblent jamais aux autres stades auxquels on joue toute la saison. Donc, pourtant, il y a des équipes qui y jouent tous les ans, enfin toute l'année. Hein. Dans ces stades-là, mais quand tu rentres sur le terrain, même si c'est ton stade, il est vraiment différent. C'est pas les mêmes acteurs qui sont sur le terrain, c'est pas le même public, c'est pas la même chose. Donc, c'est sûr que c'est que des invités. Ça a quand même. La soirée d'NFL France. C'est quand même des invités qui connaissent pas le foot US. C'est une dimension différente en fait, et donc c'est pour ça que je relativise beaucoup ce match. Par contre, quand on fait la moyenne avec les autres Super Bowl que l'on a pu voir ces dernières années, oui, c'est un match un peu décevant. Très bien. Bon, on va commencer par une question très simple, les amis. Pourquoi Oui, merci mon Yaya pour cette passe décisive, elle était belle. Pourquoi les Seahawks ont gagné le Super Bowl ? Alors évidemment, on va aller plus loin que parce qu'ils étaient plus forts. Hein. Ça irait trop vite. La première sous-question, on va parler de Kenneth Walker qui a été le joueur qu'on pourrait qualifier de détonateur de ce Super Bowl, parce que même quand les Seahawks étaient en difficulté offensivement, c'était Kenneth Walker qui permettait à son équipe d'avancer. C'est lui aussi qui a mené le rythme en deuxième mi-temps, et il a presque tout fait sauf marquer de touchdown, notre beau Kenneth. Il en a marqué un, mais il a été rappelé. Voilà, mais il a été rappelé, donc il n'en a pas marqué au final. Seb, est-ce
est-ce que pour toi, Kenneth Walker est le MVP logique de ce Super Bowl 60? Si on parle que de l'attaque de Seattle, oui. Déjà statistiquement, 135 yards en 27 courses, 5 yards moyenne par portée. C'est de loin celui qui a, parmi les skills players, eu la meilleure production de l'escouade offensive de Seattle. Derrière lui, le meilleur receveur, par exemple, c'est Cooper Kupp avec 61 yards en 6 réceptions. C'est quand même pas fifou, il n'y a pas de quoi s'en relever la nuit. C'est lui qui a en effet donné le rythme de cette attaque, qui lui a permis d'avancer quand elle stagnait. Il a eu 2 longues courses de 30 et 29 yards en deuxième quart-temps, et au total, il a eu 5 courses de 10 yards ou plus au total. Il a permis de compenser en fait les lacunes justement du jeu aérien de Seattle et de la prestation moyenne de Sam Darnold dans ce domaine, prestation moyenne qui a des explications tout de même, on y reviendra aussi un petit peu plus. Et surtout, il a su se montrer patient en attendant que ces trous, que les gaps s'ouvrent et qu'il ait vraiment des lignes ouvertes pour sa course. Un coup fait penser dans le style à Le'Veon Bell, notamment, qui avait très exactement ce même style une fois le ballon en main. Mais à mon avis, il y avait un autre candidat qui était en défense, qui joue defensive back, qui s'appelle Devon Witherspoon. Voilà. On en parle après. On en parle après. Tu veux pas que je te coupe l'herbe sous le pied parce que moi là, je suis lancé sur Devon Witherspoon. Si tu veux, mais on a tout un truc sur la défense après. Mais vas-y, si tu veux. On y reviendra un peu plus tard. Alors, mais pour moi, pour plein de raisons, lui donner à lui le titre de MVP, ça n'aurait pas été non-sensique. Mais on y reviendra. Oui, on va rester sur Kenneth, sur le bon Kenneth pour l'instant. Mon Yaya, on a l'impression que très tôt, il a trouvé les solutions, notamment sur des courses en débordement, dans lequel il a plutôt excellé pendant tout ce match. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'il a commencé le match avec en courant sur les extérieurs. C'était identifié, il me semble. Je pense que les jeux étaient appelés pour ça au départ. Plutôt que de resserrer la défense, ils ont choisi tout de suite d'aller sur les extérieurs. Bon, on peut dire que c'est tactique réussie. Donc oui, il n'y a rien à dire. Il était déjà à plus de 85 yards, je crois, à la mi-temps. Rien à dire. 27 courses, 135 yards au total, 2 réceptions, 26 yards. N'en jetez plus, la coupe est pleine, comme disait un grand philosophe. Un très grand philosophe, t'aurais dû dire, même, pour être plus juste. Et une performance d'autant plus admirable, Vince, que Kenneth Walker était quasiment tout seul. Alors, je vais pas dire tout seul parce qu'il a été relayé dans le jeu de course sur deux ou trois situations, notamment par Georges Olani. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas son pendant habituel qui est blessé, et là du coup il a quand même eu 27 courses. C'est quand même une production qui est quand même assez importante pour un running back. Ouais, on s'est même dit au bout d'un moment dans le match qu'il fallait aussi l'économiser parce qu'on a eu peur un peu pour le fait qu'il tienne un peu tout le match, parce que franchement, au milieu du deuxième quart-temps, on a déjà commencé à ressentir un peu une petite baisse de production de sa part, et surtout au niveau de la lecture, la lucidité dans la lecture de ses blocs. Alors, Seb parlait tout à l'heure de Bell, et je trouve que l'attitude qu'il a aussi à mettre toujours le bras devant là pour essayer de sentir ses blocs devant lui, toujours la tête droite, le dos droit, la tête devant pour bien regarder les blocs qui s'ouvrent. C'est là où je dis que le schéma de jeu dont a parlé Diaya, d'aller chercher l'extérieur, oui, c'était possiblement quelque chose qui avait été donné lors du pré-job juste avant le match, mais pour autant, les appels de jeu étaient clairement à l'intérieur, et c'est lui qui a trouvé des espaces à l'extérieur parce que sa lecture du jeu l'a mené à l'extérieur. Mais je n'ai pas la sensation vraiment qu'il y ait eu tant de jeux appelés sur des courses extérieures. C'est lui qui a réussi à trouver les décalages parce que sa ligne a réussi à contenir. Les edges des Pats n'ont pas vraiment fait le boulot de maintien à l'extérieur, ou quand ils étaient tellement à l'extérieur qu'ils pouvaient passer entre les edges et la D-line.
Les premiers jeux étaient designés pour aller à l'extérieur. Chaque fois qu'il a essayé de rentrer à l'intérieur, il s'est fait stopper. Moi, j'ai le souvenir en début de deuxième, je crois, qui fait une Alors, grosse course de 10-15 yards et c'est un jeu qui part sur l'intérieur et qui a un alors, débordement à la fin. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a eu certains jeux à l'extérieur, clairement. moi, Mais de manière générale, je trouve qu'il a su improviser et il a su vraiment. celui dont tu parles, c'est qu'il l'attend et il voit des blocs. C'était Moïse dans la mer Rouge, hein. Ah là, la ligne défensive, elle s'est faite, mais laminée par la ligne offensive de Seattle. Ce que Flav disait, c'est en tout début de match, l'objectif c'était d'abord d'aller tirer au maximum, d'aller voir si les défensifs backs allaient venir aider pour plaquer. On passe à Sam Darnold, au cas Sam Darnold, les amis. Ses stats 19 sur 38, 202 yards à la passe, un touchdown, aucune interception. Bon, Yaya, toi qui es un fan inconditionnel de Sam Darnold, ça a été un match propre, on peut pas lui reprocher ça, sans erreur. D'ailleurs, faut-il rappeler que les Seahawks n'ont commis aucun turnover dans leur match de post-saison cette année, ce qui est un petit exploit. On ajoute 2 courses et 5 yards, même s'il en a fait une de 11. Ensuite, il y en a une négative. Donc, comment tu qualifies la prestation de Sam Darnold? Propre, sans éclat? En fait, il n'avait pas besoin de forcer, hein. Walker avançait. Quand tu as un truc qui marche, tu continues. Après, il est passé très près de la correctionnelle plusieurs fois, mais il y a eu deux fois la main de Christian Gonzalez pour empêcher. Moi, je trouve qu'il a fait son match. Pas d'un calibre MVP, mais surtout parce que Walker a fait un gros match. Lui, il a fait son match, il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire de pas lancer d'interception. Voilà. Pas faire de faute, pas de fumble, pas d'interception. Ouais. C'est même sentiment, Vince, un match propre. Est-ce que t'es pas déçu aussi quelque part de la production offensive? Seb l'a rappelé, hein, 61 yards seulement pour le meilleur des receveurs, Cooper Kupp. Il y a 27 yards pour Jackson Smith-Njigba, même s'il est sorti pendant un petit moment sur blessure. D'ailleurs, Jackson Smith-Njigba qui termine donc avec le même nombre de yards qu'un certain Rachid Shaheed. Je tiens à le préciser. Oui. Non. Je ne peux pas te laisser dire ça. C'est... Non. Comment on dit? On dit Rachid Shaheed. Non. Ah, je peux pas crier, je suis pas au bar. Là. J'ai des Rachid Shaheed. Parce que il faut juste dire une chose, que dès qu'il touchait la balle, on avait droit à ça. Et même quand il la touchait pas, des fois. Oui, tout à fait. C'est ça qui est beau. Gloire au 22. Mon Vince. Le meilleur receveur du match, certes, en termes de yards, c'était Cooper Kupp, mais A.J. Burner fait un excellent match à 4 sur 4, un touchdown, 54 yards à la réception. Il est vraiment clutch dans ses réceptions, vraiment. Il arrive à faire vraiment un très beau match et ça, c'est très intéressant à voir. Après, derrière, Cooper Kupp a été très fortement ciblé par la défense. Jackson Smith-Njigba également, il faut le dire. Donc forcément derrière, ça a ouvert un peu des espaces pour A.J. Barner. Mais pour revenir sur Sam Darnold, qu'avait-il à faire de plus en fait? Qu'est-ce qu'on demande à un QB? De maîtriser le temps, de maîtriser le match et d'arriver dans la gestion, d'être dans la gestion de son match. Est-ce qu'il a été dans la gestion de son match? Oui. Donc la réponse est il a fait un bon match. Il a su gérer son match. 0 perte de balle, 0 interception. Qu'est-ce que tu veux de plus quand tu es devant au score? C'est ce qu'il faut faire. Il a su maîtriser, gérer. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment l'air d'un leader sur le terrain. Alors, un leader bien protégé, il faut le dire, hein, parce que sa ligne offensive a été vraiment parfaite. Alors, j'allais dire parfaite. Il se prend un sac, donc on va pas dire parfaite, mais en tout cas, elle a vraiment été très forte et ça l'a mis dans de très bonnes conditions pour être en maîtrise totale de son match. Pour moi, c'est ça le mot important. C'est la maîtrise et la gestion.
Mon Seb, tu disais qu'il y avait des explications tout à l'heure au match de Sam Darnold. Je t'écoute. Nous t'écoutons religieusement. Nous sommes toutes oui. Absolument, il y en a. Et je vais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Vince. Tout d'abord, au sujet de AJ Barner, je voudrais juste, tout petit aparté comme ça, vous signaler que l'un des chroniqueurs les plus brillants de ce podcast avait annoncé du pod preview du Super Bowl qu'AJ Barner serait un facteur pour les Seahawks. Excusez-moi. Bon, le match de Sam Darnold. On lui demandait de ne pas perdre de ballon. Alors, ce qui n'était pas une évidence pendant la saison régulière, ce qu'il était tout de même un petit peu plus pendant les playoffs, où il était irréprochable sur ce point. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois seulement de sa carrière qu'il starte 4 matchs de suite sans perte de balle. Alors, ça veut dire qu'il a conjuré l'avenir, le dira. Mais effectivement, il y a une explication, puisque Vince nous dit qu'il a été bien protégé par sa ligne et encaissé. Il s'est quand même salement fait blitzer pendant une bonne partie du match, et même s'il y a certaines fois où c'est ce qui a handicapé ses passes. Il a été tiens, je crois que c'est sur il a une ouverture en premier quart-temps sur Rashid Shaheed qu'il loupe alors qu'il a une ouverture, et il le loupe notamment parce qu'il y a un blitz qui lui arrive en face, qu'il évite, il est obligé de se décaler, et sa passe ne peut pas être précise qu'elle le devrait. C'est arrivé plus. Alors, c'est un petit peu à double. D'ailleurs, c'était un jeu. Deux versants. Je suis désolé, mais c'est sur une passe d'ailleurs qui est pas, on va dire, calculée. C'est pas un jeu, cette passe-là. C'est une adaptation de Rashid Shaheed, et il essaye de s'adapter, mais sauf que comme il a la pression sur lui, c'est encore plus compliqué de s'adapter. Quel talent, ce Rashid, quel talent. Et s'il la capte, c'est TD. Mais il y a un peu, mais il y a un peu de revers à ça. La pression des Patriots, Darnold à s'ajuster sur certaines passes, et ça lui a fait louper. D'un autre côté, Sam Darnold a aussi réussi à éviter les sacs qui auraient pu induire la pression notamment de la ligne défensive de New England. Donc c'est un petit peu du 50-50. Bilan, il rend une fiche pas ouf, correct en termes de statistiques, et je pense que c'était vraiment le point principal pour lui sur ce match. Ça n'a pas été tout à fait la même chose pour son adversaire du côté de New England. Oui, ça c'est assez clair là-dessus. Alors, on va passer, maintenant qu'on a parlé pas mal de l'attaque des Seahawks, on va parler un petit peu de leur défense. Une défense qui a été presque impassible, puisque comme l'a dit Seb, les premiers points des Patriots se sont arrivés très très tard dans le match. Vince, est-ce que tu as cru pendant un moment possible que la défense des Seahawks tienne les Patriots à 0 points? Bah forcément qu'on y a cru. Qui n'y a pas cru à un moment donné moi, j'étais le premier fan des Patriots, j'ai jamais cru. Non, mais je pense que même les fans des Patriots ont eu très très peur de ce 0 pointé. Quand tu vois ton attaque piétiner autant pendant tout ce temps de ce match, et puis tu te dis en fait il n'y a aucune production, et puis en fait tu n'imagines même pas une issue. En fait il n'y a même pas un endroit à un moment donné dans le match où tu te dis c'est par le jeu de course qu'on va y arriver, ou c'est par le jeu de passe, ou c'est par les retours, ou j'en sais rien, par les équipes spéciales. À un moment donné, tu es vraiment dans le dur, tu sais plus où aller. La défense des Seahawks a été vraiment incroyable pendant de très longues minutes. Elle a vraiment su cadenasser cette attaque des passes. Elle a vraiment su appuyer là où ça faisait mal. Et puis, franchement, on a vu quelques hits qui étaient pas piqué des hannetons quand même. Hein. Franchement, ça a tapé. Donc là-dessus, il faut quand même le dire, la défense des Seahawks a vraiment marqué au fer blanc cette attaque des Pats. Au fer blanc? Oui, au fer blanc. Moi, c'est moi aussi du fer blanc, moi, tu sais. Ah d'accord, okay. Non, mais il est blanc, il est blanc, le fer chez moi, il est blanc, voilà. C'est limite de l'argent, tu vois. C'est le sud, ça, c'est... Ouais, c'est leur problème avec les gens de couleur. Non, ça je peux pas te dire. Non. Alors là, je solidarise
complètement de ça. Non. Problème avec les fers de couleur, alors. Ça sera déjà pas mal. Avec les fers, c'est plus compliqué, effectivement. Tout à fait. Tu n'as pas été maréchal ferrant dans une autre vie? Non, ça se voit, effectivement. maréchal, oui. Tu n'as pas été tortionnaire non plus, visiblement, puisque tu marques les gens au fer blanc. Toi, donc Oui, ça moi, va, c'est au fer blanc, je suis un gentil bourreau. c'est plutôt sympa. Un tortionnaire sympa. Tu vois, c'est un Toute la tortionnaire sympa. gentillesse, voilà, c'est un tortionnaire cool. Moi, c'était bourreau, mes tortures, Joe. c'est Toi, au foot job. Donc, je vais te Toi, dire, c'est Jean Bourreau, quoi. Tu vois, c'est le bourreau au foot job. Alors, rien de te dire. Ah, ah oui, mais on comprend mieux. Ah ouais, mais voilà, c'est pour ça. Ah, Le ok. foot job avec des fers, ça doit être moins sympa quand même. Ça sent la fin de saison de ce podcast, hein, quand même. Il y Oh là là. Il y avait la file d'attente pour venir se faire torturer, je te le dis. On va peut-être décréter 3 semaines de repos obligatoire avant la reprise de l'intersaison. Hein, Il y a un moratoire là sur Tailgate. Les amis, et surtout mon Seb, on parlait de la défense et tu voulais parler tout à l'heure de Witherspoon parce qu'il a été vraiment le fer de lance de cette escouade défensive des Seahawks. Absolument. Une première remarque déjà, c'est tout de même incroyable ce qui s'est passé dans ce match. Dites donc, la meilleure défense de la Ligue a joué comme la meilleure défense de la Ligue. Ça alors, personne ne l'avait vu venir. Et alors, tu sais quoi? Attends, je te coupe une seconde parce que sur M6, apparemment, ils ont découvert qu'ils avaient une bonne défense, les Seahawks. Donc, on est ravis. Oui. La prochaine fois, on dira à M6 d'écouter Tailgate un peu plus souvent. Oui. M6 a dit un truc genre ils n'ont pas qu'une attaque, et on leur découvre une défense aujourd'hui. Voilà. Ils sont diffusés toute la saison. C'est sûr. Oui, c'est ça. Oui. Donc, redevenons sérieux l'espace d'un instant. Et donc, oui, je parlais plus haut de Devon Witherspoon, un excellent candidat au titre de MVP parce qu'on l'a beaucoup vu sur ce match. 4 plaquages réussis, tous solo, 1 sac, 3 pressions. Il a effectué 7 pass rush. Alors, on sait qu'il est capable de le faire pour un defensive back, Witherspoon. Donc, il en avait effectué 7. Il n'en avait fait exactement 0 sur les 4 derniers matchs. Et surtout, il réalise ce plaquage qui fait perdre la balle à Drake May et amène le touchdown de Uchenna Nwosu en fin de match. Après, de façon plus générale, les schémas de blitz depuis le backfield, ça a clairement jeté la confusion au sein de l'offensive line de New England. On a parfois vu des guards qui n'avaient personne à bloquer, et malgré cela, il y avait une pression qui arrivait sur Drake May. En tout, il y a 3 joueurs en plus de Witherspoon qui ont réalisé des sacs. Derrick Hall qui en fait 2, Byron Murphy qui en fait 2, le rookie Riley Mills qui en fait 1, 2, 4, 5, ça fait 6 sacs dans la soirée. C'est ce qu'on appelle une soirée bien remplie pour la défense. Le backfield, de ce côté, a contenu toutes les cibles principales de Drake May. Ça l'a obligé à s'ajuster aux permanences. Et ça, en plus du rush, quand tu te retrouves à échapper à des défenseurs tout en voyant que tu n'as aucune solution sur tes cibles, ça donne une très mauvaise soirée pour ton quarterback et vraiment quelque chose de contre-productif et une ligne de stats pas très loin du désastre pour lui. Alors, en plus de Witherspoon, il y a à noter quand même Ernest Jones qui fait quand même 10 sacs, pas 10 sacs, mais 10 plaquages solo, 11 plaquages en tout dans le match. C'est énorme. Ça veut dire qu'il arrête 10 actions à lui tout seul. C'est fou. C'est fou, son match est vraiment dingue. Il était de partout. Le deuxième qui a le plus de plaquages côté Seahawks, c'est Josh Job avec 6 plaquages solo. Donc c'est pour dire. Non, alors, c'est bien Josh. C'est bien Josh. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que Job a fait le boulot? Oui. Oui. Vous l'avez? Oui, à plein temps, comme Bastaflex. Et son vrai nom, c'est Ijoba. C'est Joby Joba. Oh là là. Par contre, pour revenir sur ce que disait sur le MVP du match, j'aurais du mal quand même à le donner à Witherspoon parce que oui, il a été vraiment bon, il a été dominant dans cette défense, mais il n'a pas été
à ce point dominant. En fait, il a été dominant aussi à l'aide des autres. Alors, oui, on pourra dire ce qu'on veut, que bien sûr, Kenneth Walker a été dominant parce qu'il y a eu une ligne, parce qu'il y a eu tout ça, c'est sûr. Mais je trouve que ça aurait été dommage de le donner à un seul joueur. Si on avait pu donner un trophée de MVP à un ensemble, oui, j'aurais aimé le donner à la défense Ouais. parce que la défense a fait gagner le match, c'est évident. Un gars en bleu, n'importe lequel. Oui, mon C'est Seb. ce que j'ai mis sur le Discord, Oui, un mais gars non, en mais bleu. ça, le fameux MVP collectif, ça c'est l'école des fans, tout le monde a gagné, Mais ça oui, mais je suis n'existe d'accord. pas. Mais oui, Voilà. mais oui, mais C'est le monde des c'est Il a un côté, difficile. il a un côté Jacques Martin, Vince. Alors, Et un petit Est-ce que ton papa est dans la j'espère- salle? J'espère que c'est le bon côté de Jack Oh, Martin, parce que... mais par contre, vraiment, j'avais du mal à définir vraiment une personne dans la défense. Et ce que je veux noter par rapport à toi, tes schémas de pass rush que tu as noté, Seb, et dont tu as parlé tout à l'heure, ce qui a été très intéressant à voir, c'est que il y a eu des moments où ils n'ont rushé qu'à 4 défenseurs, les 4 gars de ligne, et effectivement, ils sont passés. Pourquoi? Parce que pendant tout le match, on ne savait pas si les inside linebackers, les outside linebackers ou même les edge allaient rusher ou pas, aller blitzer. On ne le savait pas jusqu'au dernier moment. C'était super bien masqué. Et c'est là où tu vois que le travail du coordinateur défensif a très, très bien marché. Mon Yaya, il y Alors, a mais Vince qui juste, disait- Oui, vas-y, Seb. alors, justement, sur les blitz, il faut noter que Blitz, Seattle, pendant la saison, ils ont blitzé à un taux de 20,7%. C'est le plus petit taux de blitz Oui. de la ligue. Et lors du Super Bowl, ils ont blitzé à 15,1%, justement. Donc la plupart des rushs, ils ont eu lieu à 4. Et même, pour aller un peu plus loin, en deuxième mi-temps, ils n'ont blitzé que 8% du temps contre 33% en première. Donc ça veut dire que, alors qu'ils voyaient que le blitz était une force, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, mais en fait, on peut s'en passer, on peut se contenter de ne rusher qu'à 4, et ça marche quand même. Et ça, c'est quand même être sûr de sa force, hein, quand on fait quelque chose comme ça. Mais c'est aussi parce que sur la ligne défensive, ils étaient positionnés dès le début à 5 ou à 6 et que les gars, au lieu de rusher, reculaient. Ce qui ne, en fait, les bloqueurs ne savaient pas qui bloquer dès le départ et donc ça fonctionnait. Et comme tout le monde est une menace dans cette défense en termes de rush, eh ben ça marche. Si tu sais que tu n'as pas de menace de certaines personnes, tu vas te focus plus sur certaines ou sur d'autres. Là, en l'occurrence, comme tu as la menace qui peut venir de partout, eh ben c'est gagné. Mon Yaya, il y a Vince qui parlait d'une d'une victoire défensive. Est-ce que pour toi aussi, la défense a été le fer de lance de cette victoire au Super Bowl? Forcément, puisqu'ils ont provoqué beaucoup de free and out. À un moment, on s'est même demandé combien de first down étaient mis par les Pats. Enfin, surtout. C'est quoi que tu as dit, Yaya? C'est des free and out? Free and out. Free and out. Ok, d'accord. Je connaissais pas. Alors, non, mec, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. C'est le gars qui va chez l'orthophoniste 3 fois par semaine qui te reprend sur ta diction. C'est quand même, Oui, non, mais oui, surtout sur l'accent anglais. Tu vois, ok. ok. Yeah. Ouais, on va rien dire. Donc du coup, ça a été beaucoup une bataille de punter pour avoir la meilleure position de départ de ballon. Et voilà, donc oui, effectivement, la défense de Seattle a été extrêmement présente. Après, l'attaque a patiné, il faut dire ce qui est, pendant très longtemps. On pensait à la mi-temps que ça leur pendait au nez un retour, et heureusement qu'ils s'étaient mis à l'abri juste avant Seattle. Mais complètement. Enfin, oui, c'est une victoire défensive, même s'ils ont un peu lâché du lest dans le garbage time. Juste un petit mot, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, assez rapidement, parce que sinon on va pas avoir le temps de parler des Patriots, mais juste un petit mot quand même sur les équipes spéciales de Seattle qui ont été particulièrement intéressantes. Alors, pas sur les retours de coups de pied, bien qu'ils aient le meilleur retourneur de coups de pied de toute la NFL. On rappelle son nom, hein, bien évidemment, Rachid Shaheed. Mais si vous voulez monter une cagnotte pour m'acheter son maillot, n'hésitez pas, hein, surtout.
Non. Mais sinon, non, mais je parlais à nos gentils auditeurs, pas à toi. Toi, je sais que t'es une pince. C'est pas le problème. Tu vois, voilà. C'est pas à toi que je parlais. Un peu comme toi quand tu as attrapé les ballons. Je voulais donc parler notamment de leur punter Michael Dixon. 7 punts faits pendant le match, un total de 335 yards avec son pied, soit 47,9 de moyenne, 47,9 yards de moyenne, dont un punt à 55 yards, 3 dans les 20 derniers yards des Patriots. Et il y en a même, je crois qu'il y en a même un qui s'arrête à 1 yard. Alors, il y en a un à 4 et il y en a un qui est arrêté par la défense à 1, par l'équipe spéciale à 1, je crois. Ouais, tout à fait. C'est absolument incroyable le match qu'a réussi parce que il faut voir que déjà ce genre de performance c'est pas facile à faire, mais en plus c'est des performances répétées, c'est-à-dire qu'on l'a quand même appelé sur le terrain 7 fois. Il n'a pas réussi un punt magnifique ou 2 punts magnifiques. Il a été surutilisé dans le match en plus et il a été toujours performant. Alors on va mettre aussi son copain, le kicker, Jason Myers, qui a quand même mis 17 des 29 points de son équipe. Lui aussi, il aurait pu être élu MVP presque. Alors, non seulement il met 17 points, mais avec 5 field goals dans le match, il établit un record. Et notre homme, Jason Myers, il a même fait un plaquage sur un retour de kick-off. C'est vrai. Donc, en matière de match plein pour un kicker... Et pas un petit plaquage en plus. Un vrai de vrai. Il n'a pas poussé le type en touche, il a baissé l'épaule et il y est allé. Donc, en termes de match plein pour un kicker, ça se pose quand même là. Et tu parlais du punter de Michael Dixon. Effectivement, alors voilà, comme je dis toujours, les punters sont aussi des êtres humains. On a tendance juste à les voir comme des personnes qui donnent un coup de pied pour simplement dégager le terrain en cas d'échec de l'attaque. Mais pas que, le placement de leur coup de pied, là où il est mis sur le terrain, pas seulement la distance parcourue, c'est crucial. Et là, on l'a vu, et notamment ce fameux coup de pied qui termine quasiment devant l'embut des Patriots. Il y a en plus une erreur des special teams de New England qui laisse passer ce coup de pied à ce moment-là, alors que précisément, c'est celui-là qu'il fallait pas laisser passer, parce qu'il va le mettre dans une position particulièrement délicate. Donc, ça nous rappelle que le gagne-terrain en foot américain, c'est pas que par les passes et par les courses. Le punt, ça fait aussi partie de cette dimension de gagne-terrain. C'est un football et que le jeu au pied peut revêtir une véritable importance. Et on en a eu la preuve. Alors c'est vrai qu'on se moque, il y a eu 15 punts au total, oui, mais les punts de New England n'ont pas eu la même importance que les punts de Seattle quand tu regardes la globalité du match. Les punts de Seattle ont vraiment été décisifs dans le résultat final. Il y a juste une chose, excuse-moi, c'est que en fait c'était un petit peu dans la dynamique du match et il a permis de garder la dynamique du match en plus. C'est-à-dire qu'en les repoussant dès que New England puntait, derrière, il y avait peut-être un repunt, mais il était plus loin, il repartait de plus loin. Et ça a mis une dynamique, ça les a toujours acculés à leur end zone. Et on s'est même demandé, est-ce qu'il ne va pas y avoir un safety à un moment ou un autre ? Qui ont été vraiment de bonne aloi. Alors que le punter des Pats, tout le monde parle du punter des Seahawks, à juste raison, il a fait un très très bon match, mais le punter des Pats n'est pas très très loin au niveau statistique. Non. Il était meilleur qu'en finale de conf, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Mais quand le punter des Seahawks est à 47,9 yards de moyenne sur 7 punts, Brice Baringer finit avec en 8 punts à 44,5 de moyenne, donc c'est vraiment pas très très loin. Et il met 4 ballons sur 8 dans les 20 yards. La grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que justement, je crois que Dixon finit avec au moins 2 ballons dans les 10, quand Baringer finit tout le temps entre les 15 et les 20. Et surtout, comme l'a dit Seb, la position de la balle, vraiment plein centre pour Baringer, alors que côté Dixon, ça a été toujours du côté de la touche, très très bien cadré. Alors ça aussi, c'est un schéma de jeu, donc le punter ne choisit pas tout le temps aussi qu'il envoie la balle, on lui demande de l'envoyer à certains endroits, comme ça ses flèches savent où aller. Pour autant, là, c'est vrai que sur la position de la balle, il y a eu vraiment une différence entre les deux équipes. Oui, mais c'était normal parce qu'il partait de plus loin aussi.
Il finit 4 fois sur 8 dans les 20 yards quand même. Oui, mais donc, les 10 yards de différence, c'est forcément les 10 yards d'où ils tapaient le punt. Ouais. Ils n'arrivaient pas à faire un seul first down. Donc forcément, ça va être plus loin. Alors, après, je me rappelle d'un punt qu'il a où il part il doit être allé sur ses 40. Hein, il doit punter depuis ses 40 à lui. Donc bon, c'était pas inaccessible d'atteindre les 10 non plus. Oui, là, je crois en ce qui concerne Michael Dixon, parce que effectivement, les fiches de stats, comme elles sont construites, nous disent qu'il a mis 3 coups de pied dans les 20 yards, mais je lisais ce matin sur ESPN, pour lui, c'est 3 coups de pied dans les 7 yards. Oui, c'est ça. Je croyais que c'était que 2. Je crois qu'il n'y en avait que 2. C'est là la différence, c'est qu'effectivement, sur 7 de ces, sur ces 7 coups de pied, il y en a 3 qui finissent quasiment devant l'embut, quoi. Et ça, c'est dramatique pour une attaque qui en plus piétine pendant toute la soirée. Oui. C'est sûr. On va quand même parler aussi des adversaires des Patriots, et je vais saluer le plus Patriots de chez TPO, à savoir notre ami Waik, qui a passé une soirée difficile, mais qu'on aime tellement. Non, mais je le salue. L'amour vache, c'est beau, hein, quand même. Oui, parce qu'il a eu un self-control incroyable. J'ai été une pourriture toute la soirée, mais sache mon Waik que je t'aime beaucoup. On n'est pas loin de la relation toxique, hein, là, quand même, en l'occurrence. Et tu auras le droit de te venger, mais comme nous, on sera jamais au Super Bowl, tu n'auras pas l'occasion, mais tu aurais eu le droit si bien évidemment, nous y étions allés. Les Patriots, il faut quand même leur redonner aussi gloire, parce qu'ils ont réussi une très belle saison. Tu perds au Super Bowl, d'accord, mais déjà, eux au moins, ils ont eu l'honneur d'y aller. On va quand même essayer de comprendre les raisons de cette défaite, avec sans doute la première de ces grosses raisons, Vince, c'est la ligne offensive. Une ligne offensive qui a mal protégé Drake May, une ligne offensive qui n'a pas suffisamment ouvert de brèches pour le jeu de course, que ce soit pour Trevion Anderson ou pour Ramondre Stevenson. Est-ce que la ligne offensive, ça n'a pas été finalement le centre de tous les maux des New England Patriots en Super Bowl 60? Je pense que les Seahawks ont su appuyer sur la faiblesse relative de cette ligne. Alors je dis relative parce que quand même tout au long de l'année, elle a quand même prouvé qu'ils y arrivaient bien à le garder. En fait, Drake May était pas mal saqué quand même cette saison. Oui, mais alors attention. Record du nombre de sacs sur des post-season. Hein. Je vais nuancer ce que je dis. C'est pour ça que je le dis, attention. Relative faiblesse parce que ils ont quand même réussi tout au long de l'année à produire du jeu au sol, donc via des blocs. Par contre, ils ont été assez perméables et ils ont alloué beaucoup trop de sacs durant toute l'année sur Drake May. Après, les Seahawks en ont profité. Les Seahawks ont vu ça, ils ont appuyé là-dessus et ils y sont allés. Durant toute la post-saison, on a vu Drake May se faire saquer énormément et forcément, ça a donné des idées. Quand tu joues les défenses des Texans, la défense des Broncos, tu vois un peu où c'est qu'il faut appuyer pour une défense pour aller marcher, pour piétiner l'adversaire. Donc forcément, ils se sont appuyés là-dessus. La ligne offensive des Pats, il faut le rappeler, elle est quand même assez inexpérimentée. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette ligne. Je suis très curieux de voir le développement que ça va suivre, que ça va prendre quand ils vont se connaître. La ligne offensive, le football américain, on dit souvent que c'est un sport individuel-collectif ou collectif-individuel. La ligne, de manière générale, et surtout la ligne offensive, c'est vraiment un collectif. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait pas son job, c'est fini, tout le monde se troue, mais c'est collectivement quand tu arrives à faire ton truc aussi. Donc là, il y a quand même quelque chose à travailler. C'est potentiellement le gros axe d'amélioration pour cette équipe l'année prochaine. Ce qui m'a semblé un peu difficile à voir, c'est qu'en fait, ils étaient dans le saut, et ils n'avaient aucun moyen, ils n'ont trouvé aucune ressource en tout cas, pour se sortir de là, pour sortir la tête de l'eau et essayer de respirer et d'avancer. Tu avais l'impression que qu'importe était le schéma de bloc, le schéma de protection, le schéma de quoi que ce soit, il se faisait trouer, il se faisait dépasser. Et donc forcément, sans ligne offensive, on en a suffisamment parlé dans le podcast quand on disait comment bâtir une équipe, est-ce qu'il faut commencer par une star, par une ligne, peu importe. Nous, on l'a suffisamment dit entre nous,
la ligne offensive, c'est aussi la base de toute ton attaque qui va te permettre de mettre en place derrière tes schémas de jeu, tes schémas de course, tes schémas de passe. En l'occurrence, là, elle a été défaillante. Tout le reste, ça s'en est ressenti. Je vais faire une question journaliste simplification maximale, mon Seb. Est-ce que les Patriots sont perdus à cause de leur ligne offensive? Probablement, dans le sens où c'est un point que j'avais déjà amené, notamment lors de la preview de ce Super Bowl. Leur offensive, là, c'était leur point faible. Tout le monde s'est un petit peu voilé la en raison du nombre de victoires en saison régulière, mais c'est 47 sacs concédés pendant 15 pendant les playoffs, 38,3% de pression concédée et 8,7% de sacs concédés en saison régulière. C'est la sécurité sociale encore, cette ligne offensive. Alors, effectivement, il y a beaucoup de jeunes. Ce pauvre Will Anderson se faire briser pendant tout le match par offensive lineman. J'ai confondu avec le défenseur de Houston. Campbell se faire brutaliser pendant tout le match par ses vis-à-vis défenseurs de Seattle. Le danger, il était identifié depuis longtemps. Et je pense que malgré les victoires contre Houston et Denver, victoires qui sont quand même très très justes et qui sont pas très flamboyantes, mais bon, cette attaque, elle n'était pas assez suffisamment de défense, même d'équipe, suffisamment dure pour réellement se tester sur le champ de bataille. Une fois de plus, la meilleure défense de la Ligue a joué comme la meilleure défense de la Ligue le soir où il... Et on a vu le résultat. Moi, je suis pas du tout étonné de la perte de performance de l'offensive line de New England. Le contraire eût été miraculeux. En effet, comme l'a dit Vince, est plus surprenant, c'est de ne pas avoir réussi à trouver de solution de repli, en particulier au sol. Ça, c'est plus inquiétant. Bon, Yaya, sur la ligne offensive et même au-delà sur Drake May, cette pression défensive constante qui a forcément eu un impact négatif pour les Patriots, avec un Drake May qui a été mis sous pression, qui a eu du mal à trouver ses receveurs et qui en plus a encore commis des fumbles. Un seul fumble donc perdu, mais Will Campbell a parlé après le match. Il a dit que c'était pas une excuse, mais il était blessé. Il a joué blessé. Il a été blessé pendant la saison. Il est revenu. Il devait stabiliser. Et le truc, c'est qu'effectivement, il s'est fait martyriser pendant tout le match. Il y avait des problèmes de coordination. On l'a vu. Il y a eu des vidéos qui ont été dessus. Après, quand tu as une ligne qui est aussi défaillante, Drake May, lui, effectivement, a été mis sous pression. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que dans le play calling, on sait pas, du côté de New England, ils n'ont pas utilisé les jambes de Drake May. Pour la simple et bonne raison, c'est que chaque fois qu'il a couru, en première mi-temps, il a obtenu le first down. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas pu à chaque fois, mais on l'a pas vu. Moi, je pense que, tu vois, plus que Drake May, moi, c'est le coaching staff que j'ai trouvé sans solution. Et ça m'a un peu embêté. Je pensais que Mike Vrabel ferait des ajustements en début de deuxième mi-temps. Il avait tout le loisir de le faire. Il n'a pas trouvé les clés. Et le coordinateur offensif, McDaniels, en fait, il n'a pas réussi à résoudre le problème de la ligne. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un coordinateur offensif. C'est pas uniquement s'occuper des skills players, mais aussi s'occuper de la ligne. Et il n'a pas trouvé les solutions. Et on a vu que Mike Vrabel, il était du côté de ses joueurs. Malgré tout, il n'a pas réussi à trouver la clé pour résoudre ce problème. Est-ce que t'es déçu, toi, mon Seb, de la performance de Drake May?
Est-ce que tu te dis, bon, il est jeune? Je suis un petit peu entre les deux. On peut être déçu du DP pour la saison régulière, et avec raison, hein, je n'ai rien à ajouter là-dessus, mais effectivement, fiche finale 27 sur 43, c'est moyen, 295 yards, c'est bien, 2 touchdowns, une interception, je crois, et un fumble. Alors, ils mettent 2 interceptions, parce qu'en fait, 2 interceptions pour voilà, moi, et un fumble, c'est moins bien. Donc, dans l'ensemble, on l'a vu très franchement paniquer à certains moments devant le rush adverse. C'est 48 yards lancés seulement en première mi-temps, et sa production, elle n'augmentera que lorsque New England sera mené par 2 possessions. Il a vraiment été mis en difficulté par tous les mouvements pré-snap de la défense des Seahawks, et il s'est très souvent retrouvé, comme je le disais plus tôt, sans solution de repli sur ses passes. Et quand en plus de ça, tu peux pas compter sur un appui au sol. 23 yards pour Stevenson, 19 pour Travion Under, 13 portées cumulées. C'est quand même pas terrible, pour pas dire moins. Compliqué de faire ton match. Il a très certainement payé, disons, je dirais pas qu'il a payé son expérience. Non, son inexpérience et sa jeunesse se sont vus sur ce match. Ça a été exposé. Après, il y a plein de choses à travailler. Je suis persuadé qu'il a encore une marge de progression, mais ça passera par le renforcement de la ligne, tellement encore une marge de progression aussi. La saison prochaine va être très riche d'enseignements, d'autant plus que finalistes, ils vont avoir le privilège d'avoir plus musclé que celui dont ils ont bénéficié cette saison. C'est aussi un facteur qu'il ne faut pas mettre de côté au final. Bon, Yaya, Oui. non, Yaya, toi, c'est bon. Drake May, tu me laisses Vince, il en a pas parlé. Tu veux rajouter un truc sur Drake May, Vince? Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que Seb a été assez complet là-dessus. Il découvrait ce Super Bowl. Il faut pas oublier que c'est un sophomore, qu'il a encore énormément de chances à apprendre. Il y retournera. En tout cas, il y a de grandes chances qu'il y retourne un jour, puisqu'en tout cas, il a prouvé que il avait les épaules pour y aller. Est-ce qu'on peut vraiment être déçu alors qu'il a subi la pression tout le temps? Je ne sais pas. Moi, je suis déçu de manière générale par cette attaque, mais j'ai du mal à lui jeter de la pierre à lui seul. Et quand je dis l'attaque, c'est vraiment cette ligne offensive qui, pour moi, m'a vraiment déçu. On parle quelques minutes quand même de la défense, avec notamment un joueur, Seb, qui a été très performant, Christian Gonzalez, qui est souvent très performant. Il a porté cette défense des Patriots. Il a, j'aurais presque envie de dire, retardé l'inévitable échéance d'une défaite, mais il l'a quand même réussi à la retarder. Effectivement, il a retardé l'échéance avec 2 passes défendues. S'il n'avait pas été là à ce moment-là, droit à un blowout très très rapide de la part des... Et on n'aurait pas du tout eu la même physionomie de match. Ça aurait pu tourner vraiment à la raclée. Et puis cette défense, quand même, pression à 41,5% du temps de passe, un seul sac provoqué, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de passes manquées, pression. Cette défense de New England, elle a vraiment Patriots de couler corps et bien, mais elle ne pouvait pas remporter ce match à elle seule. Le fumble de Drake May, et qui entraînera leur premier touchdown, ça va donner déjà un sévère coup de canif dans ce qui sera le sort de ce match, et le pick six en fin de match, puisque c'est un pick six de fait, ce sera le coup de grâce en fait. Alors on pourra dire que oui, ils ont manqué des plaquages importants sur Walker, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas faire plus étant donné l'impotence quasi générale de leur attaque sur ce match. Ils ont tenu autant qu'ils pouvaient. C'est une très bonne défense, job sur ce match, mais ils avaient besoin de l'aide de leur offense pour que New England remporte le match. Ça n'a pas été le cas, ils ne pouvaient pas gagner à eux seuls.
Et Yaya, tu partages cet avis, pour toi, la défense a fait son maximum, a fait le job quand même pour les Pats. Ouais, ils ont retardé l'échéance au maximum, hein. Je pense que même à la mi-temps, ils ont dû se retourner vers l'attaque en disant mais qu'est-ce que vous faites les gars, hein? Ouais, parce qu'ils ont laissé, mine de rien, ils ont laissé très longtemps les Patriots dans le match, hein. À la mi-temps, il y a 9-0, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. il y en a 0, 0 et Même pas après gagné, hein. tout voilà. est jouable encore, hein. En fait, jusqu'au premier touchdown, on se dit oula, ils sont toujours à portée de fusil, quoi. Même à 12-0, on n'était pas serein, tu vois. Et je vais même dire une chose. Les Quand Seahawks n'étaient pas sereins parce que toi, tu t'en Oui. fichais. Alors, moi, j'ai senti le stress du plus grand receveur des Sea Devils de La Rochelle, qui, en tant qu'expert, me disait oula, ça peut vite tourner. Mais il n'en a rien été. Mais, plaisanterie mise à part, on n'a pas senti la mainmise de l'attaque de Seattle, et ça, c'est à mettre au crédit de la défense de New England. Et ils ont, eux, retardé l'échéance, et on a parlé de Christian Gonzalez 2 fois, heureusement qu'il était là. Ça, très clairement, heureusement qu'il était là. Vince, une analyse sur la défense. Ouais, la défense a tenu. Défense, peut-être. La défense a tenu, la défense a été bonne, la défense a montré qu'elle était là et que c'était une équipe qu'elle avait aussi eu sa part à jouer pendant toute la saison. De toute façon, après, on le dit tout le temps, hein, mais l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres. Si on arrive au Super Bowl, c'est très rare quand on y arrive, quand on a vraiment zéro défense, n'en déplaise à la défense des Bengals, cher à Seb. Mais pour revenir sur ce match-là en particulier, on a Greg Woodson et un Marcus Jones qui finissent tous les deux avec 7 plaquages solo. C'est vraiment pas mal du tout. Derrière, tu as effectivement un Christian Gonzalez qui arrive à dévier 3 passes. C'est vraiment une belle performance aussi. Tu avais l'impression qu'il était aimanté par les passes et qu'il était de partout là où il fallait être. Donc non, la défense a vraiment tenu le choc. Elle a permis à ses Pats de rester dans le match pendant de longues minutes. Et en plus de ça, alors malheureusement, elle a pas réussi. Le seul problème qu'on peut avoir avec cette défense, c'est qu'elle n'a pas réussi à faire partir son attaque dans de très très bonnes conditions. Elle a toujours quand même encaissé quelques first downs qui l'ont fait reculer et donc qui ont empêché l'attaque de repartir avec la balle dans de bonnes conditions. Ça, c'est le seul petit problème qu'il y avait. Maintenant, de manière générale, elle a quand même tenu 9-0 à la mi-temps. Quand tu es à 9 points à la mi-temps, ça veut dire que tu tiens bien. Il ne faut pas oublier que quand tu es en défense, tu es plus en réaction qu'en action. C'est ce que je dis souvent. Et malheureusement, l'attaque des Pats n'est pas restée assez sur le terrain pour que la défense puisse se reposer. Et une défense, ça a beaucoup plus besoin de se reposer qu'une attaque, justement parce que tu es en réaction, tu te fatigues plus. Je pense que le fait qu'il soit resté beaucoup plus sur le terrain a eu un impact clair sur le match, sur la fatigue et sur l'état de conscience un peu du placement de chacun. C'est donc une victoire 29-13 des Seattle Seahawks dans ce Super Bowl 60. Et qui dit fin du Super Bowl 60 dit déjà regard tourné vers le Super Bowl 61 qui se déroulera à Los Angeles au SoFi Stadium le 14 février de l'année prochaine pour la Saint-Valentin. Et oui, c'est pas piquer des hannetons comme diraient les autres. Question très simple, les bookmakers, comme vous le savez, dès la fin du Super Bowl 60, ont sorti les cotes pour la saison 2026. Les favoris de cette saison 2026 ne sont autres que, à égalité, les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles. Est-ce que pour toi, Yaya, c'est logique d'avoir les Seahawks comme favoris pour garder leur titre? Logique, oui, parce qu'on est dans l'instant. Après, il va se passer tellement de choses. Il va y avoir une free agency, il va y avoir des dramas, il va y avoir une draft.
On a appris qu'il y a un joueur des 49ers qui s'était pris une balle dans la cheville. Après, enfin, il va y avoir des choses dont on peut même pas imaginer. Et après, il y aura peut-être même des histoires de contrats, de choses comme ça. Il va se passer trop de choses d'ici le mois de septembre. Donc oui, c'est logique parce qu'on est dans l'instant et que c'est des bookmakers, mais on va se calmer un peu. Hein. Alors, il y a quand même une chose intéressante, et après, je vais vous demander votre avis tous les deux, Seb et Vince, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est une petite stat bookmaking. Il y a donc les Seahawks et les Rams comme favoris sont à 10,50 de cote décimale pour remporter le Super Bowl. Pour résumer, si vous mettez aujourd'hui 10 € sur les Seahawks et qu'ils gagnent le Super Bowl, vous en gagnez 105 à la fin de la saison prochaine. C'est la première fois depuis 1977 qu'il n'y a pas une seule équipe sous la barre des 10 de cote. D'habitude, il y a toujours une équipe qui est en dessous, qui est plus favorite que ça. Ce qui voudrait dire qu'en fait, on est dans un espèce, chez les bookmakers, de flou artistique. Donc, on ne sait pas trop. On a les Seahawks à 10,5, on a les Rams à 10,5, on a les Bills à 12, on a les Ravens à 14, les Patriots à 14, les Eagles à 14, les Lions à 15. Bref, on a un vrai peloton, en fait, d'équipes qui seraient prétendantes au Super Bowl. Est-ce que ça te semble logique, Vince? Est-ce que toi, tu aurais mis, par exemple, les Seahawks un peu plus favoris? Non. Non, clairement pas. Alors déjà, pour moi, c'est aussi la preuve d'une NFL qui est hyper homogène. On l'a vu cette année et vous vous en êtes bien amusé jeudi soir pendant le live et pendant l'enregistrement du podcast. Mais elles vont être belles d'ailleurs les prédictions 2026. Moi, je vous le dis. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, prédire la NFL cette année, c'était hyper compliqué parce qu'on a vu énormément de surprises. On a vu une saison complètement folle. Et quand on voit que on arrive à avoir sur nous trois un seul qui arrive à avoir un champion de division dans toute la NFL, donc 1 sur 24, c'est très 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 dur de pronostiquer la NFL actuellement. Alors en plus de ça, Yaya l'a clairement dit, on est sur l'instant, les Seahawks ont gagné, on va dire qu'ils sont favoris forcément parce que c'est une équipe qui est encore en construction. Donc, clairement, ça aurait été les Patriots qui auraient gagné, ça serait les Patriots à la place des Seahawks. Mais oui, bien évidemment. Mais il y a énormément de places fortes là qui vont arriver là cette fois-ci, qui vont être vraiment intéressants à voir. Et je suis très 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 curieux de voir un peu ce qui va se passer parce que je suis très impatient parce qu'il y a vraiment 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 beaucoup de prétendants en tout cas cette année qui me plaisent, qui me font plaisir et je suis vraiment curieux de voir cette intersaison. Mon Seb, même question. Un favori logique les Seahawks. Enfin le duel Seahawks-Rams parce qu'ils sont deux à la même cote. Peut-être pas, messieurs. Et que Seattle sera au Super Bowl, même sur le playoff, c'est beaucoup trop tôt. Je veux dire, on a les jets privés du Super Bowl ont à peine quitté San Francisco, qu'on devrait déjà donner le nom des finalistes du Super Bowl 61 qui aura lieu en février 2027. Non, il faut se calmer un petit peu, comme Yaya l'a dit, il va se passer beaucoup de choses. Tiens, par exemple, juste une chose du côté de Seattle, notre ami Kenneth Walker, qui va bientôt être free agent, va falloir sortir le portefeuille peut-être pour qu'il reste, parce que deux choses quand même cette saison. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'il voudra rester? On n'en sait rien. Et rien que ça suffirait quand même baisser la cote de Seattle s'il devait partir. Ou même, Zach Charbonnet restera pas. Dans quel état on va le retrouver, puisqu'il a quand même une blessure majeure sur la fin. Ne pas prendre ça en compte, ça me paraît quand même assez audacieux. Alors bien sûr, les Seahawks la prime aux champions sortants, mais du calme. On va la poussière retomber, on va laisser le livre de se refermer. Et quand la draft sera passée, quand les camps d'entraînement seront passés, quand le free agency sera passé au moins, qu'on aura les effectifs de début de saison, on pourra peut-être commencer à y voir clair. Pour le moment, spéculation de bookmakers et de journaleux. Tout à fait. Et alors, t'imagines les journaleux qui parlent des bookmakers? Je t'en parle même pas. Oui, mon Yaya. Non, mais ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient en mode reconstruction qui peuvent peut-être arriver dans
quelque chose d'être un peu plus costaud et il n'y aura pas tant d'équipes que ça qui vont être en reconstruction mode on tank. Parce Comme qu'il y en a dirait, beaucoup qui ont tanké, qui ont changé les coachs, tout ça, donc il peut y avoir des choses intéressantes l'année prochaine. Comme dirait Herbert Léonard, pour le plaisir, je vais vous donner quand même le pourcentage de chance calculé par les bookmakers de vos équipes respectives, sachant que c'est les San Francisco 49ers qui ont le plus de chances parmi nous quatre de remporter le Super Bowl avec 5,56% de chances de remporter le Super Bowl 61. Donc ça veut dire quand même que dans les meilleurs, tu en as 3 de la NFC West. Oui, on a 3, oui. Oui, effectivement. Enfin, dans les meilleurs. Après, là, Oui, les en San Francisco, pourcentage, on est d'accord. ouais, ils sont dans les 10 meilleurs. Ouais, ils sont dans les 10 meilleurs. Les Broncos ont tout juste 5% de chance de remporter le Super Bowl. Les Giants sont 1,41% et les Saints sont 0,99%. Pour les calculs actuels, sachant que l'équipe la plus basse avec 0,49%, ce sont les Cardinals de l'Arizona. C'est même pas les Jets. Non, les Jets, ils sont un petit peu au-dessus, un petit poil au-dessus. Les Jets, ils sont à 0,55. Et les Paris Musketeers? Non, non, ils sont pas dans Eux, ils ont déjà 98% de chance de gagner le FA et c'est déjà pas mal, comme ça. On salue nos amis des Paris Musketeers, bien évidemment. Et oui, bien évidemment. Mes amis, merci encore pour ce long débriefing du Super Bowl 60. Merci pour toute cette saison 2025. Dès la semaine prochaine, on abordera l'intersaison 2025-2026, même l'intersaison 2026. Pour ceux qui aiment le foot US, on se donne rendez-vous mercredi soir sur l'After Foot US pour parler de la D1, de la D2, de la D3, de l'ELF, et puis on parlera un petit peu du Super Bowl, parce qu'on aura Wake avec nous, donc on aura l'occasion de lui en reparler un petit peu. Ceux qui aiment le basket, il y a le podcast N1. Ceux qui aiment la MLB, il y a le podcast First Pitch. Bref, il y a de quoi faire sur les plateformes de The Playoff. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la NFL, même du côté, même quand la saison est finie, il y a toujours de la NFL sur The Playoff et ça c'est beau. Merci mon Vince, merci Seb, merci mon Yaya. On se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.